Note sur l'inconscient en psychanalyse dans Métapsychologie de Freud. Note sur l'inconscient en psychanalyse dans Métapsychologie de Freud. Je voudrais exposer en quelques mots et aussi simplement que possible ce que le terme inconscient on est venu à signifier en psychanalyse et en psychanalyse seulement. Une représentation ou tout autre élément psychique, une représentation ou tout autre élément psychique qui est actuellement présente à ma conscience peut en être absente le moment suivant, puis redevenir présente après un intervalle, sans changement. Et ceci, comme nous disons, en provenant de notre mémoire et non à partir d'une nouvelle perception de nos sens. Nous rendons compte habituellement d'un tel fait en supposant que pendant l'intervalle, la représentation a été présente à notre esprit tout en étant latente en notre conscience. Sous quelle forme a-t-elle bien pu exister alors qu'elle était présente dans la vie mentale et latente dans la conscience? Cela, nous n'avons pas moyen de le deviner. Ici, attendons-nous à rencontrer l'objection des philosophes. La représentation latente n'existe pas comme objet de psychologie. La représentation latente n'existe pas comme objet de psychologie, mais comme simple disposition physique à la résurgence du même phénomène psychique, à savoir de la représentation en question. Nous pouvons répondre qu'une telle théorie va au-delà du domaine de la psychologie proprement dite et repose sur une pétition de principe en maintenant que conscient est un terme identique à psychique. Or, c'est là une faute évidente qui revient à dénier à la psychologie le droit de rendre compte par ses propres moyens des faits les plus communs, comme la mémoire. Appelons donc consciente la représentation qui est présente à notre conscience et que nous percevons comme telle, et posons que c'est là le seul sens du terme conscient. En ce qui concerne les représentations latentes, en ce qui concerne les représentations latentes, en effet, si nous sommes en droit de supposer qu'elles existent dans la vie mentale, comme c'est le cas avec la mémoire, nous les désignerons par le terme inconsciente. Ainsi, une représentation inconsciente est une représentation que nous ne percevons pas, mais dont nous sommes prêts à admettre l'existence à partir d'autres preuves ou d'autres signes. Tout ceci pourrait être considéré comme un travail de description ou de classification, sans intérêt, si il n'y avait pas d'autres phénomènes que l'effet de mémoire ou d'association par des liens inconscients dignes d'attirer notre attention. L'expérience bien connue de la suggestion post-hypnotique nous enseigne l'importance de la différence entre conscient et inconscient et paraît accroître sa valeur. Dans cette expérience, telle qu'elle fut réalisée par Bernheim, un sujet est placé en état d'hypnose puis réveillé. Pendant qu'il se trouve dans l'état d'hypnose sous l'influence du médecin, il reçoit l'ordre d'exécuter tel acte à tel moment après son réveil, disons une demi-heure plus tard. Il se réveille, semble être pleinement conscient et se trouver dans sa condition habituelle. Il ne garde pas de souvenir de son état hypnotique. Et voici pourtant qu'au moment déterminé surgit dans tout son esprit l'impulsion de faire telle et telle chose, ce qu'il fait constamment, mais sans savoir pourquoi.
Comment décrire le phénomène autrement qu'en ces termes? L'ordre est demeuré présent dans l'esprit de la personne sous forme latente, ou encore il a été présent inconsciemment. Cela jusqu'à ce que le moment déterminé vienne, au moment où l'ordre est devenu conscient. Mais ce n'est pas l'ordre dans sa totalité qui surgit à la conscience, c'est seulement la représentation de l'acte à exécuter. Toutes les autres idées associées à cette représentation, à savoir l'ordre lui-même, l'influence du médecin, le souvenir de l'état hypnotique, demeurent même alors inconscientes. Nous avons encore quelque chose à apprendre d'une telle expérience. Nous sommes conduits d'une vue purement descriptive du phénomène à une vue dynamique. Nous sommes conduits d'une vue purement descriptive du phénomène à une vue dynamique. L'idée de l'action qui a été ordonnée sous hypnose n'est pas seulement devenue un objet de conscience à un moment donné. Ce qu'il y a de plus frappant, c'est qu'elle est devenue efficiente. Elle a été traduite en action aussitôt que la conscience s'est avisée de sa présence. Du fait que la véritable incitation à l'action est l'ordre donné par le médecin, il est difficile de ne pas admettre que l'idée de l'ordre du médecin est devenue active elle aussi. Pourtant, cette dernière idée ne s'est pas révélée elle-même à la conscience, comme l'a fait son produit, l'idée de l'action. Elle est demeurée inconsciente et s'est trouvée être ainsi en même temps efficiente et inconsciente. Une suggestion post-hypnotique, une suggestion post-hypnotique est un produit de laboratoire, un fait artificiellement produit. Mais si nous adoptons la théorie des phénomènes hystériques telle qu'elle a été avancée par Pierre Jeannette, puis élaborée par Breuer et moi-même, nous ne serons pas en peine de trouver toutes sortes de faits naturels qui montrent le même caractère psychologique que la suggestion post-hypnotique, et même d'une façon plus claire et plus distincte. La vie mentale de la patiente hystérique est remplie de pensées efficientes, bien qu'inconscientes. Tous ces symptômes procèdent de telles pensées. C'est bien le caractère le plus frappant qu'offre l'esprit hystérique. Il est régi par elle. Si l'hystérique vomit, ce peut être l'effet de l'idée d'être enceinte. Elle n'a pas la connaissance d'une telle idée, bien que celle-ci puisse être facilement décalée dans son esprit et rendue consciente par l'un des procédés techniques de la psychanalyse. Si elle effectue les sursauts et les mouvements propres à sa crise, elle ne se représente pas consciemment les actions exécutées qu'elle peut percevoir avec les sentiments de détachement d'un observateur. Si elle effectue les sursauts et les mouvements propres à sa crise, elle ne se représente pas consciemment les actions exécutées qu'elle peut percevoir avec les sentiments de détachement d'un observateur. Néanmoins, l'analyse montrera qu'elle était en train de jouer son rôle dans la reproduction dramatique de quelques scènes de sa vie et que le souvenir de cette même scène était demeuré efficient pendant l'attaque. L'analyse révèle que la même prédominance d'idées, l'analyse révèle que la même prédominance d'idées inconscientes efficientes est bien le fait essentiel dans la psychologie des autres formes de névrose. Nous apprenons ainsi, par l'analyse des phénomènes névrotiques, qu'une pensée latente ou inconsciente n'est pas nécessairement une pensée faible, et que la présence d'une telle pensée dans la vie mentale est établie par des preuves indirectes de l'espèce la plus contraignante qui équivalent à la preuve directe fournie par la conscience.
Nous nous sentons autorisés à accorder notre classification avec cette addition de notre savoir en introduisant une distinction fondamentale, entre différentes sortes de pensées latentes ou inconscientes. Nous avons l'habitude de considérer que toute pensée latente était-elle, du fait de sa faiblesse, est devenue consciente dans la mesure où elle devenait forte. Nous avons maintenant acquis la conviction qu'il existe des pensées latentes qui ne pénètrent pas dans la conscience, aussi fortes qu'elles soient devenues. Aussi pouvons-nous appeler les pensées latentes du premier type, aussi pouvons-nous appeler les pensées latentes du premier type préconscientes et réserver le thème d'inconscient, proprement dit, pour le second type que nous avons étudié dans les névroses. Le terme inconscient que nous avons utilisé jusqu'ici dans un sens purement descriptif implique maintenant davantage. Il ne désigne pas seulement les pensées latentes en général, mais particulièrement les pensées présentant un certain caractère dynamique, à savoir celles qui sont maintenues à l'écart de la conscience, malgré leur intensité et leur efficience. Avant de continuer mon exposé, je ferai état de deux objections qui ont toute chance de surgir maintenant. La première pourrait se formuler ainsi. Au lieu de souscrire à l'hypothèse de pensée inconsciente dont nous ne savons rien, mieux vaudrait supposer que la conscience peut être divisée de telle sorte que certaines pensées ou autres processus mentaux peuvent constituer une conscience à part qui s'est détachée de la masse de l'activité psychique consciente et s'est rendue étrangère à celle-ci. Des cas pathologiques bien connus, tels que celui du docteur Azam, semblent fournir une preuve éclatante que la division de la conscience n'est pas imagination fantastique. Je me permets de faire valoir contre cette théorie qu'il s'agit là d'une hypothèse gratuite fondée sur l'abus du terme conscient. Nous n'avons pas le droit d'étendre le sens de ce mot jusqu'à y inclure une conscience dont son propre possesseur ne saurait rien. Nous n'avons pas le droit d'étendre le sens de ce mot conscient jusqu'à y conclure une conscience dont son propre possesseur ne saurait rien. Si les philosophes ont de la difficulté à accepter l'existence de pensées inconscientes, l'existence d'une conscience inconsciente me semble soulever encore plus d'objections. Les cas décrits comme division de conscience, tel celui du docteur Azam, pourraient être mieux désignés comme migration de la conscience, cette fonction, quelle qu'elle soit, oscillant entre deux complexes psychiques différents qui deviennent conscients et inconscients en alternance. La seconde objection qui peut probablement être soulevée serait la suivante. Nous appliquons à la psychologie normale des conclusions qui sont tirées principalement de l'étude de conditions pathologiques. Nous sommes à même de répondre à cette objection par un autre fait, dont nous devons la connaissance à la psychanalyse. On peut aisément montrer que certaines déficiences fonctionnelles tout à fait fréquentes chez les personnes normales, telles que lapsus linguae, erreur de mémoire et de parole, oubli de nom, etc., dépendent de l'action de fortes pensées inconscientes, de la même façon que des symptômes névrotiques. Nous rencontrerons à un stade plus avancé de la discussion un argument encore plus convaincant. Nous rencontrerons à un stade plus avancé de la discussion un argument encore plus convaincant.
En différenciant des pensées préconscientes et des pensées inconscientes, nous sommes conduits à quitter le champ de la classification et à nous former une opinion touchant les relations fonctionnelles et dynamiques au sein de l'activité psychique. Nous avons trouvé un préconscient efficient qui passe dans la conscience sans difficulté et un inconscient efficient qui demeure tel et semble coupé de la conscience. Nous ne savons pas si ces deux modes d'activité psychique sont identiques ou essentiellement divergents dès le début, mais nous pouvons nous demander pourquoi ils deviendraient différents dans le cours du processus psychique. À cette dernière question, la psychanalyse répond clairement et sans hésitation. Il n'est pas du tout impossible pour le produit de l'inconscient efficient de pénétrer dans la conscience. Il n'est pas du tout impossible pour le produit de l'inconscient efficient de pénétrer dans la conscience, de pénétrer. Il n'est pas impossible du tout. Il n'est pas du tout impossible pour le produit de l'inconscient efficient de pénétrer dans la conscience. Mais une certaine quantité d'effort est nécessaire. Quand nous essayons de le faire en nous-mêmes, nous avons un clair sentiment d'une défense qui doit être surmontée. Et quand nous le tentons avec impatience, nous rencontrons les signes indiscutables de ce que nous appelons sa résistance. Nous apprenons ainsi que la pensée inconsciente est exclue de la conscience par des forces vivantes qui s'opposent elles-mêmes à son acceptation, alors qu'elles ne font pas d'objection pour les autres pensées, les pensées préconscientes. La psychanalyse ne laisse aucun doute sur le fait que lorsque les pensées inconscientes sont ainsi mises à l'écart, cela résulte seulement des tendances incorporées dans leur contenu. La théorie la plus probable qui en découlerait peut à ce stade de notre connaissance être formulée ainsi. L'inconscience est une phase régulière et inévitable des processus qui constituent notre activité psychique. Toute activité psychique commence par être inconscient et il peut soit le demeurer, soit se développer jusqu'à la conscience, selon qu'il rencontre de la résistance ou non. La différenciation entre activité préconsciente et activité inconsciente n'est pas primaire. Elle n'est établie qu'une fois que la défense est entrée en jeu. C'est seulement alors que la différence entre pensée préconsciente, capable d'apparaître à la conscience et de réapparaître à tout moment, et pensée inconsciente, auquel cela est refusé, acquiert une valeur théorique aussi bien que pratique. Une analogie grossière, mais qui ne serait pas inappropriée avec cette relation supposée de l'activité consciente à l'activité inconsciente, pourrait être trouvée dans la photographie. Le premier temps est le négatif. Toute photographie doit passer par le processus négatif, et ceux des négatifs qui ont réussi l'examen sont admis au processus positif, aboutissant à l'image finale. Mais la distinction entre activité préconsciente et inconsciente et la reconnaissance de la barrière qui les tient écartées l'une de l'autre ne constitue pas le résultat dernier ni le plus important de l'investigation psychanalytique de la vie mentale. Il existe un produit psychique qu'on peut rencontrer chez les personnes les plus normales, qui pourtant présente une analogie frappante avec les productions les plus sauvages de la folie, et qui est demeuré aussi peu intelligible aux philosophes que la folie elle-même. Il s'agit des rêves. La psychanalyse est fondée sur l'analyse des rêves. L'interprétation des rêves est le travail le plus achevé que cette jeune science a accompli jusqu'à maintenant. L'un des types les plus communs de la formation du rêve peut être décrit ainsi. Un train de pensée a été éveillé par l'activité de l'esprit pendant le jour. Il a retenu une partie de son pouvoir d'action et a échappé à la baisse générale des intérêts qui provoquent le sommeil et qui constitue sa préparation psychique. Pendant la nuit, ce train de pensée
réussi à trouver des connexions avec l'un des désirs inconscients présents depuis l'enfance dans la vie mentale du rêveur, mais généralement refoulés et exclus de sa vie consciente. Par la force que leur fournit cette aide inconsciente, les pensées, les restes diurnes, deviennent maintenant de nouveau efficients et émergent dans la conscience sous la forme du rêve. Ainsi, il s'est passé trois choses. Premièrement, les pensées ont connu un changement, un déguisement et une déformation qui représentent la part de la collaboration inconsciente. Les pensées ont occupé la conscience, deuxièmement. Deuxièmement, les pensées ont occupé la conscience à un moment où elles n'auraient pas dû le faire. Troisièmement, une partie de l'inconscient qui autrement n'y serait pas parvenue a émergé dans la conscience. Nous avons appris l'art de découvrir les restes diurnes, les pensées latentes du rêve, et en les comparant avec le contenu manifeste du rêve, nous sommes à même d'apprécier les changements intervenus et la manière dont ils sont intervenus. Les pensées latentes du rêve ne diffèrent en aucune façon des produits de notre activité consciente habituelle. Elles méritent le nom de pensées préconscientes et peuvent effectivement avoir été conscientes à quelques moments de notre vie éveillée. Mais en entrant en connexion avec les tendances inconscientes pendant la nuit, elles s'assimilent à celles-ci comme si leur état se dégradait à celui de pensée inconsciente. Elles sont alors soumises aux lois qui gouvernent l'activité inconsciente. Ici, nous est offerte l'opportunité d'apprendre ce que nous n'aurons pas pu deviner par la spéculation, ni par quelque autre source d'informations empiriques, à savoir que les lois de l'activité inconsciente diffèrent largement de celles de l'activité consciente. Nous rassemblons de façon détaillée tout ce qui concerne les particularités de l'inconscient, et nous pouvons espérer apprendre encore davantage à leur sujet par une investigation plus profonde des processus de la formation du rêve. Une telle enquête n'est pas même à moitié finie, et on ne saurait exposer les résultats obtenus jusqu'ici sans entrer dans les problèmes les plus complexes de l'interprétation du rêve. Toutefois, je ne mettrai pas un terme à cette discussion sans indiquer le changement et le progrès dans notre compréhension de l'inconscient qui sont dus à l'étude psychanalytique des rêves. L'inconscient nous est d'abord apparu seulement comme une caractéristique énigmatique d'un processus psychique défini. Maintenant, cela signifie plus pour nous. C'est le signe que ce processus participe de la nature d'une certaine catégorie psychique, connue de nous par d'autres traits plus importants, et qu'il appartient à un système d'activité psychique qui mérite toute notre attention. La valeur d'index de l'inconscient a dépassé de loin son importance comme propriété. Le système révélé par le signe que les processus singuliers constituant des parties de ce système sont inconscients, nous le désignons du nom de l'inconscient, faute d'un terme qui soit meilleur et moins ambigu. En allemand, je propose de connoter ce terme par les lettres UBW, abréviation du terme Unbewusst. Tel est le troisième sens et le plus important que le terme inconscient a acquis en psychanalyse.